Comment la guerre de 50 ans du Front Polisario pour l'indépendance intensifie une bataille pour un territoire disputé depuis longtemps et alimente une crise plus large, notamment entre le Maroc et l'Algérie. Aujourd'hui, sur De Facto, nous examinons comment la guerre de 50 ans du Front Polisario pour l'indépendance alimente une crise entre le Maroc et l'Algérie, ravivant les tensions dans toute la région. Vous êtes plus de 80% à regarder nos vidéos sans être abonné. Si elles vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Escalade du conflit et résistance sahraoui. Le Maroc voulait exploiter les immenses réserves de phosphate du Sahara occidental et considérait le Sahara comme une partie d'un grand projet nationaliste. Le combat du Front Polisario contre le Maroc n'a jamais techniquement pris fin. En 1991, après 15 ans de guerre, le Polisario et le Maroc ont déclaré un cessez-le-feu avec la compréhension que l'ONU organiserait bientôt un référendum sur l'indépendance dans les territoires disputés. Cela ne s'est jamais produit. Aujourd'hui, le Front Polisario ne contrôle qu'environ 20% du Sahara occidental. Son quartier général se trouve dans des camps de réfugiés au sud-ouest de l'Algérie, qui le soutient partiellement pour contrarier son rival régional, le Maroc. Après 29 ans de détente précaire, en novembre 2020, le Maroc a envoyé des soldats pour disperser une manifestation sahraoui et le Front Polisario a déclaré le cessez-le-feu nul et non avenu. Depuis, des commandants mènent des attaques contre les positions marocaines. La guerre au Sahara occidental est souvent qualifiée de conflit oublié, mais ce retour sur le champ de bataille porte les tensions à ébullition dans tout le Maghreb. Un mois après la fin du cessez-le-feu, l'ancien président américain Donald Trump a déclaré son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental pour intégrer le Maroc aux accords d'Abraham, une série d'accords visant à normaliser les relations entre les pays arabes et Israël. Le Maroc a utilisé cette décision comme tremplin pour rallier le soutien diplomatique à sa revendication sur le Sahara occidental, tout en se rapprochant d'Israël et surtout de son industrie militaire. En conséquence, les relations diplomatiques déjà tendues entre l'Algérie et le Maroc ont pris fin de manière amère et même l'Espagne et la France se retrouvent impliquées dans une bataille complexe, l'une des dernières luttes de décolonisation non résolues du XXe siècle, a déclaré un ancien responsable de l'ONU ayant une longue expérience dans le conflit. Le Sahara occidental a une importance stratégique énorme. Il maintient Rabat bloqué dans une lutte avec le Polisario à un coût minimal pour Alger. C'est une situation délicate qui risque de devenir incontrôlable. La graine de ce conflit potentiellement vaste réside dans les espoirs longtemps différés du peuple sahraoui, dont la lutte pour la libération se poursuit malgré des chances de plus en plus minces. La naissance du Front Polisario et la résistance sahraoui. En 1973, le Sahara occidental était encore colonisé par l'Espagne, qui, après avoir découvert des phosphates, vitaux pour la production d'engrais, avait commencé à investir de l'argent et à envoyer des colons dans le conflit. Le Front Polisario a été formé en 1973 par un groupe de jeunes Sahraouis dont beaucoup avaient été éduqués au Maroc et inspirés par des mouvements de décolonisation là-bas et en Algérie. Ils ont commencé avec 17 hommes et 2 chameaux, selon les mots d'un haut responsable militaire du Front Polisario, Sidi Oufgal. Ils étaient dirigés par un jeune marxiste charismatique, El Wali Mustafa Sayed, qui arborait des cheveux longs, une veste en cuir et un style résolument Che Guevara. Un autre leader, qui allait diriger l'armée du Polisario, était un jeune homme à la moustache en guidon, épaisse, nommé Brahim Ghali, qui est aujourd'hui le président de la République arabe sahraoui démocratique, l'État à parti unique, fondé et gouverné par le Front Polisario. Les combattants, comme Ghali, Ali et El Wali, utilisaient leur connaissance du terrain pour affronter les forces supérieures des Marocains qui ont bombardé des champs de réfugiés sahraouis de munitions au phosphore blanc et de napalm en 1976. « Ma formation s'est faite sur le terrain, surtout sur le champ de bataille », a déclaré Ghali en réponse à une série de questions écrites. L'occupation marocaine a forcé la majorité des Sahraouis à fuir vers des camps de réfugiés près de Tindouf, en Algérie, une ville située dans une zone particulièrement aride du désert, à la frontière du Sahara occidental, où ils vivent encore aujourd'hui. En 1981, les forces marocaines ont commencé la construction de ce qui allait devenir le plus grand mur militaire actif du monde pour diviser le territoire qu'elles occupaient des zones contrôlées par le Polisario. Le Maroc a parsemé le mur de sable de près de 1700 miles, 2700 km,
connu sous le nom de berme, de millions de mines terrestres, le rendant presque infranchissable. Il visait des postes avancés marocains sur le berme, visibles comme une ligne jaune pâle en forme de chenille à l'horizon, interrompue seulement par des antennes de garnisons marocaines occasionnelles. Le cessez-le-feu de 1991 et les ressources exploitées par le Maroc. Le cessez-le-feu de 1991 a été conclu avec la compréhension que les Nations Unies organiseraient bientôt un référendum d'indépendance, et Turtle Bay a établi la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. L'ONU classe le Sahara occidental comme un territoire non autonome, en fait une colonie vestigiale. Alors que les Sahraouis attendaient un référendum qui ne viendrait jamais, le Maroc exploitait et profitait des ressources du Sahara occidental. Il contrôle 80% de la région où se trouvent les ressources précieuses. Le Maroc obtient une grande partie de ces phosphates de la région et a signé des accords avec des entreprises étrangères, dont une société israélienne, pour explorer le gaz naturel au large des côtes du Sahara occidental. Voir le Maroc bénéficier de leurs terres, tandis que les promesses de l'ONU se fanaient, a rendu de nombreux Sahraouis indignés. Vous pouvez maintenant vous demander pourquoi la décolonisation du Sahara occidental reste inachevée, a déclaré Sidi Omar, le représentant du Polisario aux Nations Unies, lors d'une récente session du comité de décolonisation de l'ONU. C'est l'inaction indéfendable de la communauté internationale qui a encouragé l'État occupant du Maroc à continuer, en toute impunité, d'occuper par la force des parties du Sahara occidental. Le Maroc a déclaré qu'il ne parlerait pas dans une histoire incluant des commentaires du fort Polisario. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a déclaré en novembre 2021 « La marocanité du Sahara est un fait immuable et indiscutable et que le Maroc ne négocie pas sur son Sahara ». En 2020, de nombreux jeunes Sahraouis étaient impatients d'avoir la chance de sortir de ce statu quo et de combattre le Maroc. Ougal, le responsable du Polisario, a déclaré que, bien que les Sahraouis respectaient leurs obligations envers les Nations Unies, ils attendaient que le Maroc leur donne la chance de déclarer officiellement le cessez-le-feu nul et non avenu. Lorsque les forces marocaines ont dispersé une manifestation pacifique sahraoui dans la ville frontalière du Guerguerat, ils ont eu leur chance. Rabat achète du matériel militaire d'occasion, mais toujours avancé des États-Unis et d'Israël, y compris l'artillerie de longue portée HIMARS de Washington et des drones d'Israël, de Turquie et de Chine. Des frappes de drones ont été documentées dans le Sahara occidental, contrôlées par le Polisario, et le Front Polisario affirme que ses forces sont régulièrement ciblées par la puissance aérienne marocaine. En réponse, l'Algérie se tourne vers la Russie pour obtenir plus d'armes. Il y a un malentendu à Washington qui, intentionnellement ou non, alimente une course à l'armement. Ghali, comme plusieurs anciens combattants sahraouis, a déclaré que l'expérience passée du front en tant que combattant de guérilla le rend confiant dans la lutte actuelle. « Nous avons pu affronter la supériorité militaire du Maroc dans le passé », a-t-il dit. Mais le Front Polisario ne pourrait rien faire sans la coopération de l'Algérie, qui ouvre sa frontière chaque jour aux combattants armés d'artillerie qui tirent sur des soldats marocains. Cela exaspère le Maroc, mais vu d'Alger, le Maroc renforce ses liens avec deux de ses anciens ennemis, les États-Unis et Israël. Le Maroc et l'Algérie sont adversaires depuis qu'ils ont tous deux obtenu leur indépendance de la France. En 1963, ils ont mené une guerre frontalière qui a ruiné leurs relations à tout jamais. Pendant la guerre froide, le Maroc s'est rapproché des États-Unis et l'Algérie des Soviétiques. Depuis la fin du cessez-le-feu entre le Polisario et le Maroc en 2020, l'ancienne animosité est devenue une confrontation ouverte. En mars 2023, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré que les relations avec le Maroc avaient atteint le point de non-retour. La reprise des combats le long du Berme est la principale cause des conflits. Escalade des tensions et implications internationales dans le conflit du Sahara occidental. La stratégie du Polisario est de mener une guerre d'usure, dans laquelle ils épuiseront littéralement les ressources du Maroc. Mais le Maroc dispose de nombreux moyens, y compris des drones. Les frappes ont tué un nombre inconnu de combattants du Front Polisario, mais des organisations associées au Polisario affirment qu'entre 80 et 100 civils, y compris des personnes d'autres pays, ont été tués ou blessés suite aux frappes de drones marocains.
En novembre 2021, une frappe marocaine a touché un camion transportant du carburant avec une plaque d'immatriculation algérienne dans le territoire contrôlé par le Polisario du Sahara occidental. L'Algérie a déclaré que 3 de ses citoyens étaient morts dans la frappe et a accusé Rabat de travailler à semer et maintenir des tensions dans la région. Le Maroc a répondu qu'il n'y avait aucune raison de justifier la présence de civils ou de ressortissants algériens dans cette zone. Les affrontements près du Berme ne sont pas le seul point de discorde entre le Maroc et l'Algérie. Après que Trump ait reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en échange de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, Tel Aviv et Rabat ont consolidé l'accord avec une multitude d'accords militaires et économiques. L'Algérie voit cette nouvelle romance entre le Maroc, les États-Unis et Israël, 3 de ses ennemis de longue date, comme une menace pour sa sécurité. Les autorités algériennes ont vu le scandale Pegasus de juillet 2021 comme une confirmation de leurs craintes. Le logiciel espion israélien a été trouvé infectant les téléphones de dizaines de responsables algériens. Un mois plus tard, accusant le Maroc d'espionnage massif, Alger a rompu ses liens diplomatiques avec son voisin. Entre 2002 et 2022, les dépenses militaires de l'Algérie sont passées de 2,1 milliards de dollars à 9,1 milliards de dollars. Tandis que celles du Maroc sont passées de 1,5 milliard de dollars à un peu plus de 4,9 milliards de dollars, selon la base de données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. L'année dernière, le Maroc a modifié sa division traditionnelle de secteur militaire nord-sud en ajoutant un 3e commandement à l'est, le long de la frontière avec l'Algérie. Le conflit du Sahara occidental s'élargit d'une dimension régionale à une dimension internationale, surtout depuis l'invasion russe de l'Ukraine, a déclaré un ancien fonctionnaire de l'ONU. Le Maroc se tourne vers les États-Unis et Israël, tandis que l'Algérie est courtisée par la Russie. Les deux tentent de capitaliser sur le combat entre Washington et Moscou. Le combat nord-africain prend une dimension plus large. Rabat avait été initialement prudent dans son soutien à l'Ukraine après le début de l'invasion à grande échelle de la Russie l'année dernière, mais lors de la dernière résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, il a voté contre la Russie, tandis que l'Algérie s'était abstenue. Alger importe environ 4/5 de toutes ses armes de Russie. Le 13 juin dernier, le président algérien Tebboune s'est rendu en Russie pour une visite d'État de 3 jours. Alors que les tensions s'intensifient entre l'Algérie et le Maroc, les acteurs traditionnels de l'Europe dans la région, l'Espagne et la France, sont également entraînés dans la tourmente. En 2022, l'Espagne a provoqué la colère du Polisario et de l'Algérie en acceptant le plan du Maroc pour le Sahara occidental, qui prévoit essentiellement une autonomie limitée pour les Sahraouis sous l'égide de la monarchie marocaine. Le revirement de Madrid sur le Sahara occidental a irrité l'Algérie, qui en juin 2022 a rappelé son ambassadeur d'Espagne. Un an plus tard, le commerce entre les pays s'est presque arrêté, à l'exception du gaz et du pétrole, selon Middle East Eye. L'Algérie a expulsé les Français en 1962 et a presque coûté à la France un président. Mais la France a toujours été proche du Maroc, jusqu'à ce qu'un autre scandale lié au logiciel espion Pegasus pousse le Quai d'Orsay vers son ancien département. La bombe diplomatique de Trump en 2020 continue de peser sur l'administration Biden aujourd'hui. Sur le plan militaire, les États-Unis sont pleinement engagés à soutenir Rabat. Le dernier en date était l'envoi estimé à 10 millions de dollars de matériel militaire excédentaire des États-Unis au Maroc. Mais d'un point de vue diplomatique, l'administration Biden se trouve dans une position embarrassante. Lorsque Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, il a également promis d'ouvrir un consulat américain à Dakhla, une ville dans la zone occupée par le Maroc. Annuler cette reconnaissance du Sahara occidental déclencherait certainement une crise avec le Maroc. En même temps, établir effectivement le consulat à Dakhla signifierait ouvertement aller à l'encontre de la politique de l'ONU. Jusqu'à présent, la solution a été l'inactivité. Le consulat à Dakhla est toujours un bâtiment vide et la représentation américaine la plus active au Sahara occidental est un McDonald's dans la principale ville de la Hayoun. Le département d'État américain a déclaré qu'il n'avait rien de nouveau à annoncer concernant le consulat proposé à Dakhla. Du côté du Polisario, l'organisation a déclaré que la reconnaissance par Trump de la souveraineté marocaine et les ventes d'armes de Biden à Rabat ne servent pas la paix mais conduisent à plus de tensions car elles encouragent l'État occupant à persister dans son opposition à toute solution pacifique et juste. Mais cela trahit peu d'espoir à court terme. Le Polisario est surpassé en armement et si le conflit s'intensifie,
il dépendra encore davantage de l'Algérie pour obtenir de l'aide. Le rôle de la France. La position de la France sur le Sahara occidental est profondément enracinée dans sa relation historique avec le Maroc et sa vision stratégique de la région. Historiquement, la France entretient des liens étroits avec le Maroc, hérités de la période coloniale, ce qui a souvent influencé sa position sur les questions concernant le Sahara occidental. Cette proximité géopolitique a conduit la France à être généralement perçue comme étant plus proche du Maroc que du Front Polisario, mouvement indépendantiste sahraoui. Concrètement, la France a exprimé à plusieurs reprises son soutien clair et constant au plan d'autonomie proposé par le Maroc comme base pour résoudre le conflit. Notamment le 26 février dernier, où le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, a offert le soutien clair et constant de Paris au plan d'autonomie marocain du Sahara occidental, assurant vouloir progresser sur ce dossier lors d'un déplacement à Rabat destiné à relancer la relation bilatérale après une période de froid. Cette position est souvent affirmée par le ministère des Affaires étrangères français, qui considère ce plan comme une voie réaliste pour parvenir à une solution politique durable. En parallèle, la France participe activement aux efforts de médiation sous l'égide des Nations Unies pour parvenir à une solution pacifique du différend, reconnaissant ainsi l'importance d'une solution négociée et respectueuse du droit international. Cependant, cette position française n'est pas sans controverse. Les partisans de l'indépendance du Sahara occidental critiquent régulièrement le soutien continu de la France au Maroc et appellent à une plus grande reconnaissance de la cause sahraoui. Pour eux, le plan d'autonomie marocain ne répond pas aux aspirations du peuple sahraoui à l'autodétermination et la France devrait jouer un rôle plus équilibré en reconnaissant les droits légitimes de ce peuple. La relation étroite entre la France et le Maroc est également influencée par des intérêts économiques partagés et des partenariats politiques dans les domaines tels que la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Cette coopération stratégique renforce des liens entre les deux pays et peut influencer la position française sur des questions sensibles telles que le Sahara occidental. Néanmoins, la position de la France n'est pas monolithique. En France, il existe une diversité de points de vue sur le conflit du Sahara occidental, allant des politiciens aux militants des droits de l'homme qui soutiennent activement le Front Polisario et appellent à une résolution juste et pacifique du conflit basée sur le respect des droits de l'homme et du droit international. En résumé, le rôle de la France dans le conflit du Sahara occidental est complexe et multifacette, reflétant les relations historiques, politiques, économiques et géostratégiques entre la France, le Maroc et les autres acteurs impliqués. La question du Sahara occidental reste un sujet de débat et de discussion, tant sur la scène internationale que dans les cercles politiques et académiques français. Conclusion. En conclusion, la guerre de 50 ans du Front Polisario pour l'indépendance du Sahara occidental s'intensifie, alimentant une crise plus large entre le Maroc et l'Algérie et ravivant les tensions dans toute la région. Cette bataille pour un territoire disputé depuis longtemps n'est pas simplement un conflit localisé, mais a des répercussions régionales et internationales profondes. L'histoire du Sahara occidental est une saga de décolonisation inachevée, de lutte pour les ressources naturelles et d'une population sahraoui aspirant à l'autodétermination. Malgré les promesses de l'ONU, le référendum sur l'indépendance n'a jamais eu lieu, laissant le territoire sous le contrôle du Maroc, qui exploite ses ressources tout en réprimant la résistance sahraoui. L'escalade récente du conflit, marquée par la rupture du cessez-le-feu en 2020, a des implications importantes. Les actions diplomatiques et militaires des acteurs régionaux et internationaux, comme les États-Unis, Israël, la Russie, l'Espagne et la France, ont contribué à complexifier davantage la situation. Le soutien continu du Maroc par les États-Unis, en particulier sous l'administration Trump, ainsi que la normalisation des relations avec Israël, ont exacerbé les tensions régionales, notamment avec l'Algérie, qui voit ces développements comme une menace pour sa sécurité. En réponse, l'Algérie a renforcé ses liens avec la Russie et augmenté ses dépenses militaires, alimentant ainsi une course aux armements dans la région. Cette escalade des tensions soulève des préoccupations quant à une confrontation plus large et à ses implications pour la stabilité régionale et internationale. Dans ce contexte, la situation humanitaire des Sahraouis, en particulier dans les camps de réfugiés en Algérie, reste précaire. Malgré les défis,
Le Front Polisario continue de résister avec le soutien de l'Algérie, mais la voie vers une résolution pacifique et juste semble de plus en plus incertaine. Alors que les acteurs régionaux et internationaux continuent de s'engager dans ce conflit complexe, il est essentiel de reconnaître les aspirations légitimes du peuple sahraoui à l'autodétermination et de travailler vers une solution pacifique et durable qui réponde à leurs besoins et à leurs droits fondamentaux. Vous appréciez notre contenu ? Si vous souhaitez soutenir De Facto et nous aider à continuer à produire des vidéos de qualité, vous pouvez envisager de souscrire à notre chaîne. En tant qu'abonné, vous aurez accès à certains avantages exclusifs tels que votre nom à la fin des prochaines vidéos.